Mais pour commencer, la carte d'identité de BALT. BALT a été créé en 1977 à Montmorency, dans le Val d'Oise. Vous le voyez, un chiffre d'affaires en 2025 de plus de 300 millions d'euros, un chiffre d'affaires en pleine croissance de 17%, un EBITDA de plus de 20%, impressionnant. BALT, c'est 1000 salariés, dont la moitié aux États-Unis, plus de 550 000 produits fabriqués et plus de 125 000 patients traités dans le monde entier. Merci d'accueillir Pascal Girin, son président-directeur général. J'ai envie de dire you're welcome, Pascal. Thank you, Christophe. Merci. Alors pourquoi cette tonalité anglo-saxonne? Parce que vous êtes franco-américain, que vous nous venez de Boston. Vous êtes installé aux États-Unis depuis 18 ans maintenant, où vous êtes lancé dans la MedTech. Pourquoi la MedTech et comment vous aimez la présenter? Alors moi, je suis un pur produit de la MedTech. J'ai passé plus de 35 ans de ma vie professionnelle dans la MedTech et j'adore ça. Je vais essayer de vous faire passer cette passion. Mais pour définir la MedTech, je dirais que la MedTech, c'est l'ensemble des technologies qui permettent de prévenir, diagnostiquer, surveiller et traiter les patients. À la différence de l'industrie pharmaceutique qui, elle, développe des molécules, l'industrie biotech qui, elle, développe des process biologiques, l'industrie medtech, elle, développe des produits, des implants, des instruments chirurgicaux, des produits diagnostiques, et puis de plus en plus de produits dans l'industrie numérique pour monitorer les patients. Donc voilà l'univers de la medtech et des dispositifs médicaux dans lequel intervient BALT, c'est celui-ci. Et c'est un domaine que vous connaissez bien, puisque quand vous êtes installé aux États-Unis, vous avez développé l'un des rivaux de BALT, qui s'appelle EV3, avant d'accepter de prendre les rênes de BALT en 2016. Depuis 10 ans, c'est quoi votre ambition? C'est d'en faire un champion de classe mondiale? Oui, alors l'ambition n'est pas forcément d'en faire un numéro 1, mais de continuer à vraiment développer l'innovation, d'être au plus proche de nos clients, qui sont les médecins qui traitent les patients, et de gagner par l'innovation. Donc ma volonté, ce n'est pas de devenir le numéro 1. On est surtout en face d'énormes groupes américains, pour la plupart. Japonais. Si vous êtes numéro 1, tant mieux, mais autant faire bien. Non, autant faire bien. Ouais. Le numéro 1, ça viendra si ça vient. Mais ce qu'on souhaite, c'est continuer à développer l'innovation par la proximité avec nos clients. Alors, l'ascension de BALT est incroyable. BALT a été fondé il y a bientôt 50 ans en France. On le disait à Montmorency, dans le Val d'Oise, par un Polonais, Léopold Płowiecki. L'entreprise a été développée aussi par son fils pour inventer ces mini-implants que vous venez de voir à l'antenne, là, qui permettent de soigner les AVC, mais aussi les ruptures d'anévrisme. Alors, vous appuyez, on les voit là, sur ce que vous appelez des ouvriers minutieux. Ils tressent, ils collent, ils insèrent, ils emboîtent des toutes petites pièces, parfois sous l'œil de microscope, pour donner naissance à des ressorts, des stents, des cols, des implants que le chirurgien va introduire dans le cerveau des patients. Ces mini-implants, vous les produisez où? En France, aux États-Unis? Alors, on les produit à la fois en France et aux États-Unis. On a démarré une activité américaine un peu après que j'ai rejoint la société et j'ai lancé l'activité de BALT aux États-Unis. Donc on a maintenant une usine ultra moderne à Irvine, en Californie du Sud, qui vient compléter l'activité de notre usine traditionnelle qui est à Montmorency dans le Val d'Oise, comme vous l'avez dit. Alors quand vous avez racheté justement Blockhead Medical, qui était cette start-up installée à Irvine, une région qui est le temple de la neurochirurgie, ça vous a apporté quoi, cette acquisition? Alors, une accélération de notre développement aux États-Unis. S'il avait fallu tout démarrer de zéro, on aurait probablement, par rapport à ce qu'on a fait, perdu 3 à 5 ans. Donc, cette petite société avait tout ce qu'il convient d'avoir pour une société du secteur, c'est-à-dire des processus d'assurance qualité, des processus réglementaires, une équipe de vente et de marketing, une production avec des salles blanches, etc. Et on a bâti notre implantation américaine sur la base de cette petite PME. On a déménagé le site, pas très loin d'ailleurs, pour avoir une usine hyper moderne, comme je le disais. Et aujourd'hui, BALT US emploie plus de la moitié de nos effectifs dans le monde. On a 1000 personnes dans le monde, dont plus de 500 aux États-Unis, avec une activité aux États-Unis qui aujourd'hui représente à peu près 35% de notre chiffre d'affaires, mais surtout est en croissance de 50% par an. Donc on est vraiment en train de gagner le pari de pénétrer le marché américain. Et votre pied français et votre pied américain ont été quasiment de même niveau et ont progressé à la même vitesse, visiblement? Alors le pied français à l'époque, quand j'ai rejoint BALT, la France était le marché principal de BALT, mais le marché français, c'est à peu près 5% du marché mondial. Donc il fallait évidemment développer la société en dehors
de la France. C'est ce qu'on a fait. On a monté une structure directe de vente et de marketing dans les principaux pays européens, également en Chine, en Inde, au Brésil, au Canada, en Australie, et puis on s'est implanté aux États-Unis. Et aujourd'hui, on a vraiment une couverture mondiale. On travaille dans 70 pays, dont 16 pays avec notre propre force de vente, et on est surtout en relation constante avec les médecins au plus près qui, eux, guident notre innovation. Alors, quelques mois avant votre arrivée, Balt s'est ouvert au private equity, un domaine que vous connaissez bien puisque vous avez vous-même travaillé longuement pour des actionnaires du private equity. Comment vous avez découvert, vous, le private equity? C'est une question qu'on aime bien poser ici. Je l'ai découvert aux États-Unis, par hasard. Pour une société, j'ai été à la direction d'une société qui s'appelait EV3, qui était une société du même domaine et qui a été développée, que j'ai contribué à développer d'une toute petite société, quasiment rien, c'était une start-up, jusqu'à plusieurs centaines de millions de dollars, basée aux États-Unis, de société détenue par un fonds de private equity américain qui s'appelle Warburg Pincus, pour lequel j'ai travaillé à peu près 15 ans, et qui a été finalement acquise par un gros du secteur qui est Medtronic, qui est un des plus gros acteurs actuellement. Et la raison ensuite pour laquelle j'ai rejoint Balt, c'est que j'adore ce secteur de la medtech. Et j'imagine pour les gens qui m'ont recruté, parce qu'ils pensaient que j'avais fait toutes les erreurs dans le premier fonds et que j'en ferais moins dans le deuxième. Qu'est-ce qui vous séduit dans le private equity? C'est d'abord, on n'a pas la pression du court terme comme on peut l'avoir dans une société listée. J'enfonce une porte ouverte. Et qu'on a vraiment, quand on est adossé à un actionnaire de la taille et du profil de l'actionnaire principal de Balt, qui s'appelle Bridgepoint, qui est un des plus gros fonds de private equity européens, avec plus de 80 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Je ne dis pas qu'on dort bien, mais on se sent en tout cas bien supporté par son actionnaire. On se dit on a le temps, mais en même temps il faut aller vite, parce que pour le private equity, le temps c'est de l'argent, comme pour tout le monde. Mais on a quand même un peu plus de temps. La variable temps n'est pas la même que pour des sociétés cotées en bourse. Maintenant, quand on prend une société comme Balt ou comme EV3, on prend une petite société. Moi, j'avais toujours travaillé avant pour des grosses sociétés où j'avais appris beaucoup de choses. Mais quand on travaille pour une petite société, il y a un certain nombre de constantes dans les petites sociétés. L'une des constantes, c'est l'impondérable. L'impondérable est peut-être extrêmement néfaste pour une petite société. Un grand groupe, en général, dérisque des pans d'activité et compense les risques sur certains pans en pleine croissance par des pans d'activité qui sont plus stables. Ça n'existe pas dans une petite société. Donc le risque est différent. Et je pense que les qualités profondes d'un chef d'entreprise qui travaille pour du private equity, c'est de bien analyser les risques et d'essayer de garder l'entreprise le plus possible sur les rails qui ont été fixés. Alors, en décembre dernier, Balt a sécurisé 355 millions d'euros pour refinancer sa dette, accélérer la croissance, investir en innovation. C'est quoi la logique de ce refinancement? Alors, vous venez de le dire, c'est d'abord, on avait une dette primaire qui venait du LBO initial en 2015, qui arrivait à maturité, donc il fallait la refinancer. Et on a profité à la fois d'un contexte favorable, fin 2024, et surtout de la performance et des fondamentaux de Balt. Encore une fois, vous l'avez dit, 300 millions, 20% d'EBITDA, une croissance forte, pour sécuriser ce refinancement d'un temps assez record, puisqu'on l'a sécurisé en 3 mois l'année dernière. Et je crois que ça a été le plus gros refinancement de l'industrie medtech de toute l'Europe de 2024. Et c'est la reconnaissance des fondamentaux de la société. Alors on a fait appel à des fonds de dette anglo-saxons qui ont aimé l'histoire de Balt, qui ont fait confiance au management. Supporté par l'actionnaire Bridgepoint, on a réussi le tour de force de closer ce refinancement en 3 mois. Alors ils vous manifestent tous une belle confiance. Quelle contrepartie ou quelles attentes ça engendre? Alors, la confiance se manifeste par le fait que j'ai toujours un job. Donc ça, c'est dans le private equity, c'est comme partout, il faut quand même arriver à gagner cette confiance. Ensuite, l'actionnaire private equity est là pour rappeler aux dirigeants certains principes vertueux. Vous savez, quand on est dans une société en pleine croissance, on a tendance toujours à réinvestir. Et l'actionnaire Bridgepoint, notamment, a toujours été là pour rappeler les fondamentaux et l'importance, notamment, de l'EBITDA et du cash flow. Qu'on a tendance, des fois, il y a beaucoup de sociétés dans le medtech qui croissent, qui ont une forte croissance et qui génèrent peu d'EBITDA, voire pas du tout. Et je dois dire que cette pression vertueuse de l'actionnaire fait qu'aujourd'hui, avoir dans le secteur de la medtech une croissance qui varie entre 15 et 20% suivant les années, et de continuer à générer plus de 20% de marge d'EBITDA, c'est assez unique.
Et pourtant, vous consacrez encore 11% de votre chiffre d'affaires à la R&D. C'est dans quel domaine Alors d'abord, effectivement, et ça se voit un peu dans les... Si vous prenez l'histoire de Balt depuis le LBO, le chiffre d'affaires a été multiplié par 8 et l'EBITDA par 3. Ce qui est déjà sain, mais pourquoi seulement par 3 ? Parce qu'on dépense chaque année entre 10 et 12% de notre chiffre d'affaires en R&D. Et en cumul, je crois qu'on a dépassé les 180 millions d'euros d'investissement R&D. Donc c'est quand même un gros investissement. Alors, vous les mettez où, ces 180 millions ? Alors on les met à la fois dans les nouvelles générations de produits qui consistent, comme vous l'avez dit, à continuer à miniaturiser encore plus nos implants, nos cathéters, parce il s'agit d'atteindre des parties du cerveau et des vaisseaux dans le cerveau qui sont de plus en plus fins, si on veut traiter. Je vous donne un exemple. En France, il y a à peu près 140 000 AVC par an. 40 000 sont mortels, 30 000 provoquent des handicaps lourds. Sur ces 140 000, uniquement 10 000 aujourd'hui sont traités par de la thrombectomie mécanique, qui consiste à aller retirer avec nos dispositifs le caillot du cerveau. Donc, plus vous allez améliorer l'efficacité du retrait du caillot par vos dispositifs, plus vous allez arriver à naviguer dans les vaisseaux du cerveau et plus vous allez arriver à augmenter le nombre de patients traitables. Donc ça, c'est un peu des premiers axes de développement. Le deuxième axe, quand vous mettez un implant, qui sont en général des implants métalliques dans le cerveau, il y a toujours une sorte de phénomène de rejet de l'organisme. Et là, tout consiste à rendre un peu l'implant invisible, si vous voulez, au corps humain, ce qui fait que le patient, à terme, tous les patients qui ont eu soit un stent coronaire, soit un stent cérébral savent qu'ils doivent en général prendre des anticoagulants pour le reste de leur vie. Or là, toute la recherche consiste à faire en sorte que l'organisme accepte mieux. Et le troisième axe de développement, qui est fondamental aussi, est tout l'avenir des médications et des traitements de patients en ouvrant une voie minimalement invasive. Ce que je n'ai pas dit, c'est que les technologies endovasculaires sont minimalement invasives. On fait une ponction au niveau de l'aine, on remonte par l'artère fémorale et sous imagerie, on arrive à naviguer, à faire naviguer les guides. Ouais. Donc on n'ouvre pas la boîte crânienne. Ça, c'est fondamental, c'est minimalement invasif. Or, aujourd'hui, beaucoup de traitements de maladies non vasculaires se font par ouverture de la boîte crânienne. Donc si on arrive à traiter ces maladies par l'accès endovasculaire, et par exemple en délivrant des drogues ou ce genre de choses, on va ouvrir tout un pan de marché qui n'existe pas aujourd'hui. Et je ne parle même pas des sociétés qui sont en train d'émerger dans ce qu'on appelle Brain-Computer Interface, qui est l'interface entre le cerveau, qui peut avoir des déficiences, des circuits électriques, et un ordinateur, et qui pourrait être rendu possible par l'accès endovasculaire. Alors vous le disiez, la majorité de votre chiffre d'affaires, vous le faites hors de France. Vos implants, ils sont utilisés sur tous les continents ? Oui. Aujourd'hui, on a une présence dans 70 pays. Grosso modo, l'Europe, c'est 40% de notre chiffre d'affaires, dont 5% en France. Les États-Unis, c'est 35%. Et le reste du monde, donc essentiellement Moyen-Orient, Amérique latine et Asie, évidemment, c'est à peu près 25%. Alors, au niveau des effectifs aussi, vous êtes impressionnant. Depuis 2015, en 10 ans, vous êtes passé de 100 collaborateurs à 1000. Comment on réussit à maintenir son excellence quand l'entreprise grossit aussi vite ? Alors, d'abord, je ne vais pas vous donner tous mes secrets, sinon ça serait... dommage. Frédéric aime bien ça, d'habitude. Non, en fait, je m'appuie sur une équipe de management que j'ai construite moi-même. Ouais. J'ai 35 managers clés chez Balt, qui ne me reportent pas tous, quand même. Mais ces 35 managers sont absolument clés. Et ils ont une passion que j'ai essayé de vous faire passer, pour développer cette entreprise, développer ces techniques qui traitent les patients, qui sauvent des vies. Donc ces 35 managers, je les chouchoute, c'est mon équipe de direction, et ils ont vraiment une passion. Et puis vient se greffer les outils classiques du private equity, qui sont évidemment des systèmes qui permettent d'aligner les intérêts des actionnaires avec celui du management. Donc on parle de management package qui permettent d'aligner les intérêts de tout le monde. Est-ce que votre objectif, c'est le milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2030 ? Alors j'ai dit précédemment que les business plans en général étaient assez optimistes. Donc je ne vais pas vous dire que celui-ci est fait, voilà. Mais il est faisable. C'est en 5 ans, hein ? Oui, mais je peux vous dire que ce business plan, il a été battu, fouetté par le Bridgepoint dans tous les sens. Donc je pense qu'il est assez dérisqué. On va arriver à passer de 300 millions à 1 milliard déjà en prenant notre part de marché
que je pense être la fair share, vraiment qu'on mérite et qui est de plus de 20% sur tous les marchés. On est déjà au-dessus de 20% sur certains marchés clés. Le deuxième axe va être d'introduire des produits clés aux États-Unis qui ne sont pas encore introduits par des approbations FDA. Et ça va ouvrir un marché énorme. Même si aujourd'hui, on fait 35% de notre chiffre d'affaires, je pense qu'on va arriver à plus de 50%. Et le dernier axe, c'est l'innovation. Développer de nouveaux produits, de nouvelles générations, ouvrir de nouveaux segments de marché. J'imagine, Frédéric, que le parcours de Balt a dû vous susciter une question ou une réflexion. Non, le parcours est spectaculaire. Moi, j'ai peut-être une question pour vous. Au-delà de la discipline, qu'est-ce que Bridgepoint, qu'est-ce qu'un fonds de private equity apporte au quotidien à une équipe de management comme la vôtre? Oui, alors, d'abord, ils vont nous regarder. Donc ils nous regardent. Hein. Voilà, ils nous regardent. Non, mais objectivement, ils apportent beaucoup de soutien, encore une fois, de pression vertueuse pour EBITDA cash flow. Et c'est normal. D'accord ? On serait tous tentés, je serais tenté le premier, d'accélérer encore plus la croissance. Donc la croissance, et on a une demande des médecins américains, allez plus vite, introduisez de nouveaux produits. Et à chaque fois, je leur réponds, non, on le fait à notre rythme. Et ça, c'est la pression vertueuse. Ensuite, évidemment, un soutien financier et un soutien pour des opérations de type haut de bilan. On a parlé du refinancement, on a des acquisitions en vue, etc. Et là, il y a un soutien évidemment très fort de l'actionnaire. Et puis en général, un accompagnement à travers notre conseil d'administration de l'actionnaire Bridgepoint, aussi de l'actionnaire familial, qui nous accompagne et qui nous aide un petit peu à réfléchir sur l'aspect stratégique. Est-ce que vous avez un petit message pour tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour la medtech en France, pour les chercheurs, pour les techniciens? Oui, alors bon, en ce moment, il y a un peu de tristesse au niveau économique français, au niveau etc. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on peut y arriver, et que la medtech française, elle a un avenir devant elle. J'espère qu'on le prouve. En allant à la conquête de marchés comme les marchés américains, il n'y a pas de problème. Je veux dire, la plupart de l'innovation fondamentale de Balt vient de nos chercheurs français. Et en France, vous avez une sorte d'écosystème avec des chercheurs qui sont fantastiques, qui sont parmi les meilleurs du monde, qui travaillent même pour des instituts publics, comme l'INSERM, le CEA, le CNRS. Et puis vous avez tout cet écosystème en plus public qui aide. Vous voyez, il y a un peu de misérabilisme. Enfin bon, la BPI, c'est quand même une institution unique dans le monde. Bien sûr. Et je les remercie là. D'ailleurs, on va continuer à faire appel à eux, donc je les remercie. Et des process, des systèmes comme le crédit impôt recherche, etc. Je sais qu'on en parle beaucoup en ce moment. Nous, ils nous aident, ils nous ont toujours aidés. Et ça, avec l'écosystème des ingénieurs qu'on trouve en France, qu'il faut garder, qui travaillent dans ces instituts, je pense qu'il y a un écosystème en France qui est unique dans le monde. Un grand merci, Pascal Girard, de nous avoir ouvert les portes de Balt et de son financement. Merci pour votre récit, histoire d'entreprise passionnante. Je sais que vous intervenez en plus rarement dans les médias, donc c'est un grand merci de nous avoir fait cet honneur. Je crois que ça mérite bien quelques applaudissements. Merci beaucoup. Les activités de placement comportent des risques, notamment en perte de capital. Toutes les données et les avis communiqués au sein de cette émission sont fournis uniquement à titre d'information.